Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, le groupe LUOP a obtenu certaines avancées dans ce texte. La redevance eau potable, payée par les particuliers à Mayotte, sera suspendue durablement. De même, nous avons soutenu, comme tant d'autres, la suppression du malus écologique pour le SDIS. Il s'agissait ici de respecter le vote du Parlement. Ensuite, les plafonds d'affectation de la taxe pour les chambres de commerce et d'industrie ainsi que pour les chambres d'agriculture ont été augmentés. Par ailleurs, la rédaction de la réforme des meublés de tourisme correspond à notre demande initiale. C'est une bonne chose. La Corse en a en outre été exclue du dispositif visant à libérer le foncier, car cela aurait fortement accru la spéculation sur l'île. S'agissant de la réforme des ZRR, nous avons obtenu plusieurs avancées, comme l'intégration d'office des communes de moins de 20 000 habitants situées en zone de montagne ou dans les départements dont la densité est inférieure à 35 habitants au kilomètre carré. Enfin, nous prenons note de la hausse supplémentaire légère de la DGF de 100 millions. Cette hausse demeure toutefois à un niveau très inférieur au niveau de l'inflation. S'agissant de la deuxième partie des dépenses urgentes pour le pouvoir d'achat, nous avons obtenu la reconduction de l'extension du chèque carburant du 5e au 6e décile du revenu. Ce dispositif soutient les travailleurs qui utilisent leur voiture pour se rendre à leur travail tout en préservant au maximum les comptes publics, puisque les ménages les plus aisés n'y ont pas le droit. Au total, 1,6 million de bénéficiaires supplémentaires sont attendus. Cela représente un soutien exceptionnel de 160 millions d'euros supplémentaires. Par ailleurs, nous avons poussé pour augmenter les crédits dédiés à l'expérimentation zéro chômeur longue durée, obtenu plusieurs dispositions pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon, et le bénéfice de la dotation particulière à l'élu local avec d'autres collègues pour les communes de moins de 1000 habitants. Cependant, Madame la Première ministre, nous sommes et nous continuons à être dans un déni de démocratie. Vous utilisez le 49.3 sous prétexte d'éviter une interruption des services publics. Mais c'est tout à fait inexact. Madame la Première ministre, puis-je vous rappeler l'article 40 de la LOLF? Je vous le cite. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de 70 jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Nous sommes donc loin du shutdown à l'américaine. Les commissions demeurent le dernier espace d'expression qui reste à la représentation nationale, mais vous avez pourtant ignoré son expression souveraine. Côté économie, nous avons fait adopter en commission des finances la réforme du crédit d'impôt recherche. Notre proposition était tout à fait raisonnable. Elle consistait à créer une nouvelle tranche pour maintenir ce dispositif tout en réduisant les effets de seuil et son coût pour le contribuable. Il est également regrettable que vous n'ayez pas conservé la transformation de la réduction d'impôt par les résidents en EHPAD en un crédit d'impôt. Cette disposition avait pourtant été adoptée en première lecture en commission des finances à l'Assemblée nationale et au Sénat en séance publique. La réalité, c'est que le 49.3 est ici surtout un moyen de ne pas montrer que votre majorité relative, en fait, n'est qu'une minorité à l'Assemblée nationale et une très petite minorité dans le pays, puisque les intentions de vote de nos concitoyens en votre faveur sont tombées à 20%, et que vous êtes fragilisés sur la question budgétaire. Comme sur le texte des retraites, vous pointez du doigt des oppositions pour museler la parole dans votre propre camp. Imaginons que vous souhaitiez réellement négocier. Vous auriez procédé comme sur la loi de finances rectificative de fin 2022 ou la loi de fin de gestion pour 2023. Vous auriez ainsi pu faire adopter un texte grâce à des abstentions d'une partie des oppositions. Mais cette stratégie ne fonctionne que si les trois groupes de la minorité présidentielle votent comme un seul homme. Or, ce n'est plus le cas. Je donnerai un exemple. Le groupe démocrate, en commission des finances, a permis l'adoption de 3 dispositions fiscales intéressantes que le groupe Lyot, d'ailleurs, avait aussi initiées et soutenues. L'indexation différenciée du barème de l'impôt sur le revenu, la création d'une taxe de 1% sur les rachats d'actions et la suppression du recentrage du prêt à taux zéro. Tout ceci a été balayé. En fin de compte, vous n'avez pas écouté les positions de certains, même des membres de la minorité présidentielle. Enfin, et ça sera le dernier point que je développerai,
Malgré le 49.3, ce PLF ne permet pas de redresser les finances publiques. D'abord, les hypothèses macroéconomiques retenues par le gouvernement sont trop optimistes, nous l'avions dit dans le débat initial, mais la suite des faits l'a confirmé. Et la publication récente par l'INSEE des principaux indicateurs conjoncturels montre que le scénario est d'ores et déjà entaché d'erreurs. La croissance économique du troisième trimestre 2023 est évaluée à moins 0,1%, ce qui veut dire que pour l'année 2023, on sera à 0,8% de croissance en volume. Ainsi, votre scénario de croissance à 1% reste irréaliste et d'ailleurs supérieur initialement à toutes les prévisions des économistes. Courant 2023, le taux de chômage commence à remonter par rapport au trimestre précédent. Nous en sommes à 7,4%. Et la Banque de France elle-même prévoit à fin 2024 un taux de 7,7%. Enfin, vous prévoyez une inflation à 2,6 en 2024. Bien que cette décélération soit incontestable, le niveau de votre prévision est hasardeux. Au troisième trimestre, l'inflation était encore à 3,5% glissement annuel. Et dans le même temps, la BCE indiquait qu'elle maintiendrait ses taux directeurs au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2024. De plus, de grandes incertitudes pèsent sur le prix du pétrole, comme l'atteste la volatilité du cours du Brent depuis le début de l'été 2023. Les finances publiques restent très détériorées. En 2024, le déficit effectif de l'État sera de 146,9 milliards d'euros, ce qui nécessitera un programme d'émission de la dette d'État de 285 milliards d'euros. On se bat avec les Italiens pour savoir qui émettra le plus. Nous paierons 51 milliards d'euros d'intérêts et ce chiffre, c'est 2 fois le budget dédié à la mission sécurité. Le ratio d'endettement reste stable entre 2023 et 2024 à 109,7%, tandis qu'il diminue chez l'ensemble de nos partenaires européens. Notre collègue Louvelgi l'a rappelé, nous serons parmi les 3 ou 4 mauvais élèves et d'ici 2 ans, le plus mauvais élève de la classe européenne. Par ailleurs, cette réduction ne résulte pas du tout d'un effort structurel de votre part, mais bien d'une conjoncture qui s'est révélée moins difficile que prévu. Et dans le même temps, vous n'avez pas tenu vos engagements de 2017 relatifs à la baisse de 2 points des prélèvements obligatoires dans le PIB. Ce ratio demeure à plus de 44% contre 44,6% fin 2016. Vous prétendez avoir réduit de 50 milliards les prélèvements obligatoires depuis votre arrivée au pouvoir, mais nous sommes toujours à plus de 44% du PIB, ce qui veut dire que vous n'avez en rien réduit la pression fiscale du pays, vous avez empêché qu'elle augmente. Un mot enfin sur les autres secteurs d'administration publique. La réforme des retraites, non seulement ne rapporte rien en 2024, mais a un coût de 200 millions, d'après vos propres décisions, et vous espérez que peut-être elle dégagera 1 milliard supplémentaire dans les années qui viennent chaque année. Tandis que vous allez prendre 2,6 milliards d'euros à l'UNEDIC, organisme endetté à plus de 50 milliards, ce qui, par parenthèse, ne change rien au déficit global des finances publiques. De même, vous entendez contraindre d'une manière ou d'une autre la croissance des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, en violation du principe de libre administration, et en oubliant que la règle d'or des finances locales, qui, elle, s'applique aux collectivités territoriales, protège les finances publiques. Hors élément exceptionnel, vous avez perdu le contrôle de la dépense publique. Vous continuez de dépenser 1 624 milliards d'euros prévus en 2024, soit 100 milliards de plus que fin 2022. Selon le Haut Conseil des finances publiques, les dépenses augmenteront en 2024 de 4,8% en valeur une fois neutralisées les mesures exceptionnelles de soutien, soit plus vite que la croissance du PIB qui est évaluée à 4%. La part des recettes dans le PIB stagne, tandis que la dépense publique continue de croître. Votre politique porte donc en elle le germe du déficit. Vous avez en effet refusé des propositions d'économie et des nouvelles recettes pourtant essentielles à l'équilibre des comptes publics. Pour rappel, nous avons proposé des mesures fortes sur la fiscalité du patrimoine mobilier et des bénéfices exceptionnels. Je pense notamment à l'augmentation du prélèvement forfaitaire unique de 2 points, à l'instauration d'une contribution exceptionnelle sur les superprofits,
à la hausse du taux de la taxe GAFA de 3 à 5 %, à l'extension de la taxe sur les transactions financières. Nous vous avions également proposé le maintien des recettes de CVAE au niveau de l'an dernier, ce qui aurait économisé 1 milliard en 2024, et une réforme du crédit d'impôt recherche qui aurait empêché la croissance de 465 millions supplémentaires en 2024 de ce crédit. Ces propositions participaient non seulement à l'amélioration des comptes publics, mais également à plus de justice fiscale dans notre pays. En conclusion, malgré quelques avancées, le déni de démocratie que constitue le recours permanent au 49.3 et l'absence de redressement significatif des finances publiques maintiennent l'appréciation globalement négative portée par le groupe Lyot sur ce budget 2024. Je vous remercie. La parole est à présent à Madame Nadia Hay pour le groupe